Merci d'être là. Je vous présente Sarah Oana, intervenante ce soir. Sarah enseigne à l'université à Paris 1, Paris 7, Gustave Eiffel, Paris 8 et l'ESRA. Dingue, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, non, vous pouvez l'applaudir, mais oui, ça se fait aussi. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté cette invitation. Je dis deux mots du dispositif général, y compris parce que j'ai un petit plaisir personnel, c'est quand même que ça fait des années qu'on dit qu'on va lancer ce cycle, il ne faut pas se le cacher, on a commencé par d'autres biais, puis il y a un moment, je me suis dit, il faut faire un truc très pédagogique. Et toute l'équipe m'a dit, mais non, ça n'intéressera personne. Toi, t'es prof, c'est normal, t'as envie de ça, mais non, enfin, les salles seront vides. Et je leur ai dit, puis en plus, ça serait bien de commencer par du cinéma muet. On m'a dit, non, on veut vraiment vider le Méliès, tout ça. Et donc, du coup, on est vraiment sur un cycle continu. On a fait de très gros plans la fois dernière avec Eisenstein sur l'avenue Générale. Ce soir, c'est le gros plan avec Dreyer. Et la fois prochaine, on n'a pas encore choisi le film, mais on a choisi l'intervenant et la date. Donc le 14 mars, vous pouvez déjà mettre ça sur vos petits agendas, on aura la chance d'accueillir Jérôme Momcilovic, qui est vraiment un des types les plus brillants de sa génération. Et on n'a pas choisi le film parce que je lui ai imposé une règle supplémentaire, c'est que je ne voudrais pas non plus qu'on fasse croire que l'histoire du cinéma ne s'opère qu'à partir de films très anciens. Donc je lui ai demandé de prendre un film plus récent. Eh bien, on ne sait pas le réalisateur non plus. Et non, ben non, du coup, on ne sait pas encore. Il avait assez envie de quelque chose d'assez classique, genre Hawks, tout ça, et je lui ai dit, mais tu peux aller sur du plus récent aussi. Donc, on va en discuter, il faut que ce soit un film qu'on n'a pas passé depuis longtemps, il faut que je donne des règles du jeu sur l'heure d'intervention qui va commencer maintenant. Donc, et le thème, ce sera donc le plan rapproché, puisqu'on va du très gros plan jusqu'au plan général pour le tout dernier cours du semestre. Pas d'autres questions? Ouais. Subsidiaire, projetez-vous de projeter Oneda? Onoda? Ouais. Alors, on l'a projeté à sa sortie, le réalisateur est venu. Ah, s'il triomphe au César, on peut faire quelque chose. Le public n'a pas tout à fait suffi. Ben, le problème, c'est qu'on n'est pas très réactif, puisqu'on a des programmes de 5 semaines qui se bookent 3 semaines en amont. Donc quand un film a un prix, ou qu'il y a un événement, ou qu'il y a un décès, tout le monde se dit qu'il faut rendre hommage à. Si nous, on le fait, c'est 2 mois plus tard. Donc, ça pourrait être un sujet de cours, par exemple, dans des choses vraiment récentes et trop peu vues. Parce qu'en l'occurrence, effectivement, le film est un peu passé à côté de son public réciproquement. Et maintenant, Sarah. Merci beaucoup Stéphane pour cette invitation. Donc, bon, je vais faire des allers-retours entre l'ordinateur et le milieu de la salle. Donc, au tout début de cette... au tout début de mon intervention, je voulais d'abord revenir sur un élément qui me semble essentiel, qui est qu'en fait, le cinéma s'insère dans une histoire beaucoup plus grande, qui est l'histoire de l'art. Et donc, je voulais essayer de noter quelques moments, en fait, dans l'histoire de l'art, et bien entendu, ces moments ne seront pas exhaustifs, dans lesquels le gros plan a eu une importance, puisque effectivement, beaucoup de théoriciens ont expliqué que le gros plan était une particularité cinématographique. Il y a même un théoricien du cinéma qui a dit que c'était Griffiths, ce qui n'est pas exactement le cas, on le verra ensemble, qui a pour la première fois coupé les têtes pour les insérer dans des films. Et donc, ce qui m'importait au tout début de ce cours, puisque c'est un cours, c'était de voir quand, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du portrait en particulier, est-ce qu'il y a eu des très gros plans. Et donc, je suis arrivée à plusieurs conclusions. Donc, la première, après je vous donnerai cette définition formidable du gros plan. La première, ce sont donc les portraits du Fayoum. Alors, les portraits du Fayoum sont les seules traces de portraits de l'Antiquité que nous avons. Et ils ont été découverts au XIXe siècle. Comme vous le voyez dans ce premier portrait, mais ça ne sera pas le cas dans les 2 autres que j'ai choisis, ici vous avez un portrait en buste. Donc vous avez quand même le buste de cette femme qu'on a appelée l'Européenne. Et donc ces portraits qui sont faits sur bois ont été redécouverts au XIXe siècle à Fayoum, dans la région de Fayoum, et c'est pour cela qu'ils s'appellent les portraits du Fayoum.
Et en fait, c'était pendant que l'Égypte était sous l'occupation romaine, les Égyptiens n'avaient pas renoncé à leurs coutumes, et donc les corps étaient toujours momifiés, et ils étaient accompagnés de portraits, et c'était ces portraits-là, donc qui étaient des portraits funéraires, qui étaient réalisés du vivant des personnes, donc du vivant de cette femme par exemple, et qui étaient par la suite mis à côté des momies. Donc c'est la première fois qu'on voit des gros plans. Après, je ne remonte pas jusqu'à l'art paléolithique, etc., où en fait il y a quand même des portraits, mais des portraits assez lointains, où on identifie moins bien en fait le visage. Là, j'ai choisi cet exemple-là parce que je trouve qu'on distingue le visage d'une façon qui nous touche encore aujourd'hui et qui se rapproche des gros plans que l'on verra au cinéma. Donc je vous en ramène 3. Donc celui-ci, il est au musée du Louvre, donc vous pouvez le voir presque tous les jours, à l'entrée de l'aile de Non. Vous en avez donc un autre qui est ici, qui est un portrait d'une jeune femme. Et vous voyez que là, tout d'un coup, l'échelle de plan, puisqu'on parle d'échelle de plan, même si on n'est pas encore au cinéma, est plus rapprochée sur le visage de la jeune fille en question. Donc la particularité de ces portraits, ce sont les grands yeux très expressifs, qui sont donc, comme je le disais, associés aux momies. Et je vous en montre un troisième. Donc ce sont des portraits de l'Antiquité qui datent du 1er siècle et jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Et donc là, vous avez des exemples de gros plans, tels qu'on en retrouvera beaucoup plus tard, donc au cinéma. L'autre moment où l'on voit des portraits, mais vous allez voir des portraits d'une autre nature, c'est à la Renaissance. Donc vous avez ici un portrait de Pisanello, qui est aussi au Louvre, dans lequel vous avez une femme qui est, ça s'intitule La princesse, qui est donc de profil, parce que on hérite de l'aspect médiéval en fait de la représentation du portrait sur des pièces, souvenez-vous, si vous avez des notions d'histoire. Et donc vous voyez que là, ce n'est pas uniquement le portrait qui est isolé. Donc elle est presque à la taille. Et donc, c'est pour cela aussi que j'ai voulu parler des portraits du Fayoum, c'est parce que le fait d'isoler uniquement un visage est quelque chose d'assez particulier, puisque ce n'est pas un portrait que l'on va conserver du vivant des personnes, mais qui sera conservé comme mémoire de la personne, comme une sorte de pièce d'identité de la personne une fois qu'elle est morte. Donc, vous avez à la Renaissance, pareil, et après, on aura fini avec la peinture, vous en faites pas. À la Renaissance, vous avez ce type de portrait-là, parce que tout d'un coup, à la Renaissance, donc à partir du XVe siècle, en Italie particulièrement, vous avez l'art qui devient en fait un reflet de l'homme. Donc ce n'est plus Dieu qui est au milieu de toutes les occupations, c'est l'homme, et donc c'est pour cela que le portrait prend son importance à ce moment-là. Donc vous avez ce portrait-là, vous pouvez lire Antonello di Messina. Et les autres portraits que l'on trouve en histoire de l'art, ce sont des esquisses. Des portraits de gros plans. Hein. Encore une fois, j'insiste sur l'échelle de plan qui nous occupe aujourd'hui. Donc ce sont des gros plans. Et ce sont des esquisses. Donc là, ici, c'est De Vinci qui réalise des esquisses pour des tableaux qui seront beaucoup plus grands, pour Sainte-Anne ou pour d'autres tableaux qui sont plutôt de grande taille. Et à chaque fois, par exemple, sur cette esquisse-là, on ne sait pas, enfin les historiens de l'art ne savent pas si ce portrait est une étude, si c'est une étude d'expression ou pas, si c'est une esquisse, s'il a été commandé par quelqu'un ou pas. Mais on sait, à travers le trait et par comparaison avec l'autre œuvre que je vous ai montrée tout à l'heure, que ça ressemble en fait à une esquisse, et donc que l'œuvre finale n'isolera pas uniquement le visage. Alors, pour retourner un peu plus tard, donc au XVIIIe siècle, il y a par ailleurs des dessins, donc des dessins de Charles Lebrun qui après Descartes, qui avait écrit Les Passions de l'âme, donc Charles Lebrun va dessiner
des portraits pour représenter les émotions. Donc c'est une époque où on a une approche scientifique de l'émotion, et c'est pour cela qu'on dissèque le visage pour imaginer toutes les expressions possibles. Donc voici des portraits de Charles Lebrun sur l'admiration, l'étonnement, la colère. Vous allez voir tout de suite la colère. Et donc ces portraits-là auraient pu, ou peuvent encore inspirer des cinéastes, et on peut penser que, je ne sais pas, hein, que les premiers cinéastes à se poser la question du gros plan ont pensé au portrait en peinture. Donc la première fois qu'un gros plan a été réalisé, et je vais vous donner une définition du gros plan qui est très simple. Alors je vous donne une définition qui émane d'un ouvrage important qui s'appelle L'art du film, une introduction, de Christine Thompson et de David Bordwell, qui est donc une sorte de somme un peu sur le cinéma, sur les formes filmiques. Et donc Bordwell et Thompson disent que le gros plan, c'est le fait d'isoler, de montrer traditionnellement le visage, donc la tête, les mains, les pieds ou des objets signifiants. Donc l'idée, c'est d'insister sur un geste particulier, sur un objet qui aura une importance dans le drame, ou sur l'expression d'un visage. Et le premier gros plan que l'on trouve dans l'histoire du cinéma, c'est un Britannique qui le fait dans un court-métrage qui s'appelle Grandma's Reading Class. Donc c'est George Albert Smith. Bon, j'ai pris exprès justement le chat et non pas une tête humaine, parce que justement dans le film en question, on voit un très gros plan d'œil. Donc c'est une grand-mère qui regarde des éléments, donc elle regarde le journal, on voit le journal à la loupe, on voit son petit chat à la loupe aussi, une cage d'oiseaux, et on ne voit pas de visage, en fait on voit juste un gros plan d'œil. Donc un des premiers gros plans, ça a été un gros plan d'animal, bizarrement. Vous voyez que le chat est complètement perdu sur son fond noir, on voit quand même ses pattes, parce que c'est très difficile d'immobiliser un chat, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est compliqué. Et donc, effectivement, c'est en 1900 que le premier gros plan a été fait. Et par la suite, pourquoi est-ce qu'on dit que David Warren Griffiths, donc le réalisateur de Naissance d'une nation, du Lys brisé, d'Intolérance, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est l'inventeur du gros plan? C'est parce qu'il est le premier à lui donner une dimension dramatique, à l'insérer en fait dans un drame et à lui donner toute son intensité. Donc on connaît de lui, donc je n'ai pas choisi Naissance d'une nation, mais j'ai choisi donc Broken Blossoms, qui est un tableau justement, ce n'est pas un tableau, mais qui est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille, donc Lucie, qui a un père qui la bat. Son père est boxeur et il la bat quotidiennement. Et elle tombe sur un homme chinois qui l'aide. Donc c'est un des premiers couples mixtes au cinéma. Donc on est en 1919, ce qui est assez rare. Et en fait, dans le film, elle fait plusieurs fois ce geste de se dessiner en fait un sourire avec ses doigts, parce qu'elle n'a jamais souri naturellement. Et donc, dans ce moment précis que j'ai isolé, elle sourit pour la première fois et elle voit se dessiner des éléments sur son visage qu'elle n'avait jamais vu, une fossette par exemple, qu'elle n'avait jamais vue jusque-là. Donc en fait, ce qui est très beau dans l'utilisation du gros plan dans Broken Blossoms de David Warren Griffiths, c'est que tout d'un coup, il va prendre, il prend toujours des actrices très éthérées. Lillian Gish a cette particularité d'être une sorte de jeune fille qui est toujours femme-enfant, etc. Et donc ici, il se passe quelque chose sur son visage qu'elle n'avait jamais vu. Donc cette fossette qui intervient parce qu'elle est en train de sourire. Et donc le gros plan permet de voir cette micro-expression. Et c'est ce qui va nous intéresser par la suite avec Dreyer, c'est le fait de tout d'un coup montrer quelque chose d'extraordinaire qui est une ride sur un visage, une larme qui coule, un rictus, un sourire qu'on n'avait jamais vu. Et bien entendu, je parlais de visage intensif, du caractère
intensif de l'émotion qui est représentée en gros plan. Toujours dans Broken Blossoms, le moment où Lucie est enfermée dans un placard et que son père essaye de rentrer avec une hache, elle hurle à la mort et donc on la voit dans tous ses états alors même qu'elle sait qu'elle est condamnée. Donc ce moment-là va annoncer en un sens beaucoup plus tard, et comme Stéphane avait parlé de Eisenstein au premier cours, on peut penser aussi donc à ce moment du cuirassé Potemkin, donc en 1925, qui a beaucoup inspiré Francis Bacon pour sa représentation du pape X, Paul, Jean-Paul, je ne sais plus. Et donc, non, Pie X, pardon, Pie X, désolé, je ne mets pas tous les papes dans la tête. Donc, le cuirassé Potemkin 1925, donc, ce qui surprend dans ce gros plan-là, c'est l'aspect brut de l'émotion, l'aspect violent de cette bouche ouverte qui représente en fait l'oppression du peuple. Donc, plusieurs fois dans les exemples que je vais vous montrer, le gros plan va servir de tout en fait. C'est un élément singulier qui permet de représenter le tout. Donc, dans d'autres, alors je prends quelques exemples assez importants et phares dans l'histoire du cinéma. Donc il y a bien entendu le Napoléon d'Abel Gance. Pourquoi est-ce que je parle de Napoléon? C'est parce que Dreyer, au moment où, donc Karl Theodor Dreyer, qui est le réalisateur de La Passion de Jeanne d'Arc, au moment où il est à Paris, il va voir Abel Gance sur son tournage, et donc il va voir quelques scènes qui sont tournées de Napoléon, et il va dire qu'il est très choqué par l'expression des visages qui sont, l'expression des visages sur les cadavres pendant les scènes de bataille, et donc c'est ce qui va le marquer particulièrement. Et par ailleurs, pourquoi je parle du cuirassé Potemkin, c'est parce que Dreyer a vu, il va au cinéma pour voir le cuirassé Potemkin. Donc il n'appartient pas, on le verra tout à l'heure, au groupe des surréalistes et de toutes les écoles et toutes les chapelles qui existent à l'époque, dans les années, au milieu 24-25 en France, puisqu'il habite en France à cette époque. Mais il va voir des scènes de tournage de Napoléon et il va voir le cuirassé Potemkin. Donc c'est potentiellement des influences pour lui. Donc je vous montre tout de suite. Donc ça c'est une autre image d'un personnage secondaire de Napoléon. Elle s'appelle Violine, qui est en fait un personnage elle est amoureuse de Napoléon, mais elle ne peut jamais l'approcher, donc on la voit toujours en retrait, même si de temps en temps elle a un ou deux gros plans. Alors, je vais vous montrer tout de suite donc, mon premier exemple filmique, qui est donc La chute de la maison Usher de Jean Epstein. Donc, ce qu'il faut savoir à propos de Jean Epstein, c'est qu'il écrit sur le cinéma, autant qu'il réalise des films. Et donc, La chute de la maison Usher, c'est un film qui adapte deux nouvelles d'Edgar Allan Poe. Donc, ce sont des nouvelles fantastiques. Dans ces nouvelles, vous avez donc un peintre du nom de Roderick qui essaye de faire le portrait de sa femme, qui s'appelle Madeleine. Et en fait, il se rend compte, comme souvent chez Edgar Allan Poe, il se rend compte que son énergie, à mesure... Enfin, il s'en rend pas compte, justement. Nous, en tant que spectateurs, nous nous en rendons compte. C'est qu'à mesure qu'il fait le portrait de sa femme, l'énergie du portrait l'énergie de la femme va au portrait, en fait. Donc, tout d'un coup, le portrait va devenir vivant et la femme va tomber morte sous les coups de peinture, en fait. Comme chez Oscar Wilde, exactement comme dans le portrait de Dorian Gray. Oui, sauf que non, dans le portrait de Dorian Gray, le portrait vieillit à la place. Ah oui, c'est vrai, oui. Il ne meurt pas. Enfin, il meurt... oui. pardon, je ne veux pas Non, c'est vrai. Mais oui, donc c'est un peu... Il y a une relation, même dans Laura, de Preminger, etc. Il y a beaucoup de films qui traitent de la relation du portrait et du modèle.
Mais ici, ce que je trouve très beau, en fait, c'est que tout en faisant le portrait de Madeleine, ce que l'on voit à l'image, c'est un gros plan de Roderick lui-même. Et je vais vous montrer tout de suite l'extrait dans 2 secondes, où, en fait, alors même que Roderick fait le portrait de Madeleine, Epstein, le réalisateur, lui, fait le portrait du peintre, en fait, grâce au gros plan. Et la particularité du filmage d'Epstein, c'est qu'en fait, il filme souvent au ralenti, et il utilise aussi, et ça va être un des points importants aussi de ce cours, c'est qu'en fait, les objets en gros plan deviennent vivants. Donc il y a une idée d'animisme qui vient du gros plan, puisque tout d'un coup, parce qu'ils sont des héros du drame, ils vont transpirer de la vie, de l'énergie. Alors, je vais vous montrer le premier extrait. Je ne sais pas si on peut être dans le noir. Roderick's brush was like a magic wand. With his every stroke, the portrait came more and more to life. But Madeleine grew even paler. She seemed to give the painting the strength that was ebbing from her body. Dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est un film, comme je l'ai expliqué, de Jean Epstein, qui s'appelle La chute de la maison Usher, qui est à la fois le portrait ovale et la chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe. Et donc, ce qui me semble important dans l'extrait, c'est la façon dont le visage de l'acteur qui s'avance progressivement en fait devant la caméra. Donc, c'est lui presque qui fait le gros plan à l'image. Et l'idée d'Epstein, l'idée principale des écrits d'Epstein, qui reprend à Deluc, qui est un critique de cinéma de l'époque, c'est l'idée de la photogénie. Et donc, bon, on peut parler en cinéma, on va dire, de la cinégénie, mais donc ici, la photogénie est extrêmement importante pour Epstein, puisqu'il veut qu'un visage en gros plan dans un film ait une valeur ajoutée par rapport à la réalité. Donc vous allez voir, en fait, dans les 2 auteurs au moins dont je vais parler, vous allez avoir 2 écoles. Donc une école avec Epstein qui veut rajouter une valeur au visage qui devient encore plus photogénique. Et vous avez de l'autre côté un auteur hongrois qui s'appelle Béla Balázs, qui est lui du côté plutôt justement de la passion de Jeanne-Marc de Dreyer, qui cherche plutôt l'authenticité du visage, la nudité pure du visage. Donc vous avez 2 possibilités dans le gros plan, soit la pure photogénie, la pure cinégénie, l'admiration totale face au visage qui est auréolé,
presque comme justement les visages que je vous ai montrés tout à l'heure, qui ont l'air de petits diamants qui brillent devant nous. Et vous avez de l'autre côté la nudité brute du visage de Falconetti qu'on verra tout à l'heure. Et donc ici, dans l'extrait que je vous ai montré, donc, outre l'utilisation du ralenti sur les gros plans, vous avez un objet qui rappelle ce qui arrive à la femme. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Voilà, les bougies. Les bougies se consument à mesure qu'elles se consument elles-mêmes. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez un objet qui suit la même trajectoire de perte d'énergie que Madeleine, parce que tout d'un coup, à mesure qu'elle se vaporise, enfin qu'elle s'évapore, eh bien vous avez les bougies qui se consument progressivement. Et les bougies ont presque une place plus importante dans le cadre que Madeleine. Et ça prouve que le portrait qui est dessiné n'est pas celui de la femme, mais de l'homme, en fait, dans ce film. Et donc, vous avez aussi ce très beau plan, magnifique, de surimpression, où en fait, vous savez ce que c'est qu'une surimpression? C'est un moment où l'image s'entremêle, il y a un entremêlement de plusieurs images. Donc, l'image d'avant reste un peu plus longtemps pour que l'image d'après s'entremêle à la première. Et là, vous avez donc une démultiplication du visage et du buste de Madeleine qui devient un fantôme, à mesure que le film avance. Et lui n'a de regard que sur la toile. De temps en temps, on voit quoi? On voit ses pinceaux, on voit son visage avancer, et on ne voit pas, finalement, on la voit, elle, un peu en retrait, à mesure qu'elle perd toute son énergie. Donc Jean Epstein va être un grand cinéaste du gros plan, parce qu'il le théorise et parce qu'il le montre dans plusieurs de ses films, donc dans L'Opéra par exemple, ou dans j'ai une image de Cœur fidèle qu'on verra tout à l'heure. Et je voulais aussi rappeler, je rappelle quelques auteurs qui ont parlé du gros plan. Donc il y a bien entendu, comme je l'ai dit, Epstein, il y a Béla Balach, et il y a Gilles Deleuze. Donc Gilles Deleuze, le philosophe qui, comme vous le savez, peut-être a écrit 2 ouvrages sur le cinéma, L'image-temps, l'image-mouvement. Dans l'image-temps, dans un des deux, il va parler de l'image-affection et il va parler notamment du gros plan. Et dans son élaboration en fait, de l'image-affection, il va dire que le gros plan, c'est le visage, et il va expliquer que quand on voit un visage au cinéma, il peut nous dire plusieurs choses. Soit il va être une sorte, comme je le disais tout à l'heure, d'intensification de l'émotion, comme chez Eisenstein, comme chez Gans ou d'autres. Eisenstein particulièrement, parce que je vous ai montré le Cuirassé Potemkin, ou ça va être, et je reprends le terme de Deleuze, un wonder. Ce qu'il appelle un wonder, c'est-à-dire quand on voit le visage, et j'ai juste une image de cette expression selon lui, quand on voit une image, on se pose la question, à quoi penses-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? À quoi tu penses? Et parfois, effectivement, et Jacques Aumont aussi dans son ouvrage sur le visage au cinéma se pose cette question-là, comment est-ce que le visage est devenu dans l'histoire du cinéma d'abord une sorte de nudité totale qui nous expose à l'âme, jusqu'à devenir un écran, c'est-à-dire un écran opaque qu'on n'arrive pas à percer finalement. Il y a cette idée dans certains films sur le visage, notamment dans Persona de Bergman, je ne sais pas si certains l'ont vu. Persona, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée d'un personnage, justement, d'un masque. Et le visage va être au cinéma à la fois une sorte d'âme mise à nu, et ça va être aussi un écran opaque qu'on n'arrive pas à percer. Dans Leave Her to Heaven de Stahl, Stahl est un grand cinéaste du mélodrame avec surf, donc la plupart des films de surf que vous avez vus ont d'abord été des films de Stahl. Donc il a fait Douglas Sirk, le grand cinéaste des mélodrames flamboyants, a fait des films mélodramatiques, donc a fait des remakes de Stahl. Et l'un de ces films qui a été nommé aux Oscars, etc., c'est Leave Her to Heaven de John Stahl en 1945.
Et je vous montre un visage. Donc ce n'est pas un gros plan. Vous voyez que c'est un plan buste, c'est un plan rapproché. Il y a d'autres gros plans dans le film, et j'ai choisi le film qui, pour moi, l'image qui, pour moi, représente cette idée présente chez Deleuze, qui est le visage qui est écran, chez Deleuze et chez Jacquemont, le visage écran sur lequel on ne peut que projeter des questions et qui ne répondent pas, en fait, en un sens. Donc, la plupart du temps, enfin, dans le cinéma muet, vous avez davantage des visages mis à nu qui s'exposent, en un sens, et plus tard dans le cinéma, vous avez des visages écrans, des visages qui n'arrivent pas à être percés. Et c'est le cas du personnage principal de Leave Her to Heaven, où en fait, c'est une femme dont on arrive difficilement à mettre dans une case, qui a besoin d'un amour qui est un peu obsessionnel et qu'on n'arrive pas à trouver maléfique parce qu'elle est tellement belle. Donc c'est Jean Tierney qui joue le rôle principal, qu'on n'arrive pas jusqu'à la fin à lui prêter de mauvaises intentions. Donc les apparences sont trompeuses, comme vous savez, et comme c'est souvent expliqué. Alors là, c'est Cœur fidèle de Jean Epstein, donc c'est aussi un gros plan. Et je vais vous montrer donc tout de suite un gros plan. Donc, alors, je suis désolée parce que sur la commande, j'ai choisi un plan contemporain pour mettre en regard le film de Jean Epstein et le film de Dreyer et un film contemporain qui est un film d'Alexandre Sokurov qui s'appelle Faust. Donc c'est un film russe mais fait en allemand parce que le texte est allemand. On va le voir tout de suite. En fait, vous allez voir une utilisation du gros plan contemporain, puisqu'on est en 2011, avec une sorte de ralenti tel qu'on l'a vu chez Jean Epstein, et d'anamorphose, de transformation. Donc c'est exactement la photogénie telle que l'a envisagée Jean Epstein dans le film de Sokurov. Vous allez voir même que le format de l'image est carré, exactement comme les films muets, donc c'est du 1:3. Voilà. Donc c'est Faust de Sokurov. Donc je vais vous montrer l'extrait tout de suite. J'ai oublié de raconter, vous connaissez peut-être l'histoire de Faust, mais l'idée de l'extrait, c'est que donc Faust est amoureux de Marguerite, vous savez qu'il a peut-être vendu son âme, etc. Mais toujours est-il qu'il a tué le frère de Marguerite. Marguerite vient pour la première fois le voir chez lui et lui demande « Est-ce que tu as tué mon frère ?» Et donc, elle pose cette question et lui n'a d'attention que pour son visage. Et donc, tout d'un coup, vous allez voir un visage qui sort de l'espace. Et c'est exactement ce que dit Balázs, c'est-à-dire que tout d'un coup, un visage en gros plan n'existe plus dans l'espace. Il est de la pure expression émotionnelle en dehors de l'espace. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, on varie entre le gros plan et le très gros plan. Et c'est de l'anamorphose. Donc, on va voir ça. Kommen Sie rein. Hier. Da. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Kommen Sie rein. Bitte. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Ich habe das Bett verschoben zum Fenster wegen des Lichts. Ich muss Sie was fragen. Ja, bitte. Was Seltsames. Sie können alles fragen. Verzeihen Sie. Fragen Sie schon. Und was ist das hier? Ein Blasebalg. Ja. Ja. Und das hier? Das ist eine Retorte für die Rektifikation von Quecksilber. Ist das alles, was Sie mir fragen wollten? Man sagt? Nein, wissen Sie? Was denn?
tot gemacht. Donc, dans Faust de Sokurov, vous avez à la fois, donc vous avez une rencontre entre deux personnages. Il faut savoir que Faust est totalement amoureux de Marguerite, et tout d'un coup, on entre dans sa temporalité à lui. C'est-à-dire que vous avez, dès le départ, dans un champ un tout petit peu plus large, vous voyez les deux personnages. Vous voyez Marguerite qui est très, mal à l'aise, elle ne sait pas exactement comment lui poser la question de la mort de son frère. Et tout d'un coup, on s'extrait du temps et on s'extrait de l'espace pour voir, pour être au plus près en fait, du visage de Marguerite. Elle est donc au ralenti, exactement comme chez Jean Epstein, alors qu'on est en 2011. Elle est au ralenti, le plan est surexposé, c'est-à-dire qu'il y avait une lumière qui vient presque brûler son visage. D'ailleurs, je n'ai pas fait exprès, mais ça ressemble beaucoup aux deux portraits que je vous ai montrés de Vinci tout à l'heure, où en fait vous avez donc un visage féminin qui est purement dans la lumière et qui, le temps d'un instant, n'existe plus dans l'espace. Donc c'est ça, il entre dans une nouvelle dimension. Le visage entre dans une nouvelle dimension, et vous voyez que ça ne fait pas du tout le même effet sur le personnage masculin qui devient presque défiguré par l'anamorphose. L'anamorphose lui donne une sorte à elle d'aura magnifique. Lui devient une sorte de crapaud étrange face à cette beauté de cette actrice allemande, il me semble. Et donc, pour passer à un autre, donc on a un peu vu les visages, on va continuer à en voir chez Dreyer, mais avant cela, je voulais montrer d'autres façons d'utiliser le gros plan. Alors, pour les mains, je n'ai pas pris d'exemple filmique, je vous ai juste mis des photogrammes, je vais passer très vite parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les façons. Donc en fait, après le visage, il y a bien entendu la main, après il y a les pieds et les objets. Donc les mains au cinéma ont une sorte d'importance grandissante, notamment chez Bresson, chez Hitchcock. Vous allez avoir des clés très importantes pour le drame, vous allez avoir des mains qui se caressent, ou ce genre d'images. Donc, bien entendu, donc, comme je n'ai pas le temps de vous le montrer, donc, j'ai pris une image assez importante dans l'histoire du cinéma, qui est celle du Sang d'un poète de Jean Cocteau, où en fait, vous avez, pour rester dans l'idée du portrait qui devient presque autonome, ou qui a une vie par lui-même, dans Le Sang d'un poète, c'est un homme qui essaye d'effacer la bouche qu'il vient de dessiner, et cette bouche s'incruste sur la paume de sa main. Et tout d'un coup, donc, quand vous avez le gros plan de la main, vous avez le gros plan de la paume qui est incrustée dans la main et qui va bientôt lui parler, en fait, lui dire quelque chose. Elle lui parlera au moment où elle sera posée sur une statue. Donc ici, vous avez une vie particulière des mains aussi, dans un sens, puisque ça devient une main qui peut embrasser, qui peut respirer. Dans Notorious d'Alfred Hitchcock, je ne sais pas si vous vous souvenez à peu près de l'histoire du film, mais c'est l'histoire de la fille d'un ancien nazi, ou d'un nazi d'ailleurs, et pour sortir de cette image nazie, elle va aider en fait un agent de la CIA ou je ne sais quoi, et donc elle va se marier à un ami de son père pour essayer de voir s'il a des implications dans le régime nazi. Et donc tout va tourner autour de ces clés, parce que c'est dans le cellier qu'il garde de l'uranium. Et donc en fait, plusieurs fois dans le film, vous avez des gros plans de mains avec des clés et une circulation de ces clés. Donc les clés deviennent des sortes de héroïnes du drame. Ensuite, vous avez bien entendu Pickpocket de Robert Bresson, où en fait, comme ça raconte l'histoire de Pickpocket, on voit au début du film un homme qui essaye de subtiliser quelque chose dans le sac d'une femme, et on voit des gros plans sur son visage qui est inerte, puisqu'il faut montrer, il faut justement ne pas montrer l'émotion. Alors, j'ai j'ai mis la peau douce avec donc les mains de Françoise d'Orléac, qui sont
prise par Jean de Sailly. Voilà. Là, c'est plutôt l'amour et pas le suspense. Et donc, j'ai pris deux derniers exemples sur l'utilisation du gros plan et sur l'utilisation des objets. Donc en fait, Epstein va dire que le gros plan d'un revolver, le gros plan d'une arme en tant que telle, va vouloir dire le meurtre, va vouloir dire le vertige, va vouloir dire quelque chose de plus grand que l'objet. Donc il y a une idée de métonymie. Et donc on va avoir deux exemples. Donc j'ai pris des exemples, l'un est très cruel et violent, l'autre est violent et drôle. Donc ça va changer un tout petit peu des exemples qu'on a vus jusque-là. Donc le premier, c'est un film très cruel de Jean Renoir qui s'appelle La Chienne, qui date de 1931. Donc c'est l'histoire de Legrand, qui est joué par Michel Simon. Alors Michel Simon a un tout petit rôle dans La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup ennuyé sur le tournage parce que pendant très longtemps, il attendait de jouer et il ne se passait rien sur le tournage. Et donc, dans La Chienne, il joue un artiste du dimanche. Il rencontre le personnage de Lulu, qui est une sorte de femme fatale, qui va se servir de lui pour ses toiles. Donc, elle va faire passer ses toiles pour les siennes. Donc, Lulu va faire croire qu'elle peint pour vendre ses œuvres. Et lui, Legrand, croit qu'elle est amoureuse de lui. Mais au moment de la scène que je vais vous montrer, il découvre qu'elle se sert de lui. Et donc il va y avoir quelque chose de très cruel qui se passe entre eux. Le dialogue est très violent. Donc c'est d'une très grande cruauté. Et je vais d'abord vous montrer l'extrait et ensuite on va parler de l'importance du gros plan. Donc le gros plan ici, c'est le gros plan du coupe-papier. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'il est important, qu'est-ce qu'il signifie. Mon pauvre petit homme, je regrette de ne pas avoir tout fini. J'ai toujours vécu à l'écart. Moi, je ne connais rien de la vie. Je ne savais pas que les femmes sont des malheureuses. Que pour elles, une bêtise est irrémédiable et qu'il y a toujours un type pour en profiter. Mais maintenant, je sais, j'ai compris. Je suis libre, tu n'as plus rien à craindre. Je me sens assez fort pour te protéger contre n'importe qui. Pourquoi n'as-tu pas eu confiance en moi? Pourquoi ne pas m'avoir tout dit? Je t'aurais arraché la domination de cet homme. Disons, tu pourrais finir ton tableau. Comment? J'en ai besoin. Et si je ne me finissais pas? Tu veux finir, dis. Alors c'est pour ça. C'est pour mes tableaux. Je me voyais uniquement pour ça. Non mais pourquoi que ce serait? Regarde-toi dans une glace. Imbécile. Idiot dire que j'ai cru à ça. Ah tiens, tu me dégoûtes. Et toi? Tu crois que ça m'amusait? Si j'avais pas eu ton fric, comment que je t'aurais laissé tomber? Oh là là. Monsieur voulait être aimé pour lui-même. Monsieur voulait de l'amour. Oh, laisse-moi rire. Saleté. Tu n'es pas une femme, tu es une chienne. C'est toujours, hein. Tu caresses l'homme qui te nourrit, tu caresses l'homme qui te donne des coups. Si tu savais comme tu m'intéresses, tu te fatigues important. Une tes recettes en macro. Vous avez bien raison, puisque c'est la seule façon de comprendre. Il me rend cette tête, mais je l'aime. Ah, tu l'aimes? Alors, vite-toi, on va partir ce soir tout de suite. Moi d'ici, allez, dépêche-toi.
tu veux rester avec lui, voyons, c'est pas possible, voyons. Et j'ai tout sacrifié pour toi. Voyons, Lucienne, je vais plus sage, Lucienne. Si tu savais, tu comprendras peut-être, écoute. Voyons, Lucienne, je dis tout, c'est pas possible que tu aimes ce type-là qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'éducatrice, qui n'a pas d'éducation, Lucienne, voyons. Lucienne, ma petite Lucienne. Alors tu m'aimes plus, non? Lucienne. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas, Lucienne. Une séquence très difficile à voir, hein, et j'en suis désolée, mais d'un point de vue du montage, en fait, je la trouve exceptionnelle parce que justement le meurtre n'est pas montré et on le comprend. En fait, comme le disait Epstein, le meurtre est condensé en fait dans un seul objet, un gros plan, donc un insert du coupe-papier. Donc le coupe-papier intervient à plusieurs reprises dans la séquence. Et le reste du temps, vous voyez que ce ne sont pas des gros plans. Mais la plupart du temps, lorsqu'une arme potentielle est montrée en gros plan, elle annonce le drame en fait. Et là, vous voyez à quel point l'objet en lui-même retient, concentre en fait toute la violence de l'acte qui va rester invisible. Il suffit en fait pour Renoir de faire s'échanger un dialogue d'une cruauté monstrueuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont tous les deux d'une très grande violence. C'est le film noir de Jean Renoir, justement. Et donc, vous avez uniquement le gros plan du coupe-papier qui permet donc de figurer le meurtre. Je précise hein, que Jean Renoir n'est pas du tout dans l'apologie du meurtre, enfin, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est l'idée, en fait, de montrer, en fait, la violence des rapports de mœurs, en fait, à cette époque-là, tout simplement. Alors, j'aurais pas le temps de vous montrer... Asylum, qui est un peu plus fantastique et détendu, parce qu'il faut qu'on avance, parce que je ne peux pas vous laisser trop tard. Donc, Dreyer. Donc, Dreyer vivait à Paris en 1924, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il vivait avec sa famille à Paris. Il avait pour volonté de faire un film. Donc, il a proposé le scénario d'un dramaturge qui s'appelle Victorien Sardou, qui raconte l'histoire d'une femme qui manque de se faire violer par un policier qu'elle essaye d'assassiner et qui veut se suicider une fois qu'elle apprend que son fiancé a été fusillé. Bon, une histoire un peu de mœurs qui était en accord avec ce que Dreyer voulait faire. Sauf que les commanditaires des œuvres de Dreyer ne voulaient pas s'embourber dans une histoire de mœurs, parce qu'à l'époque, le cinéma français ne va pas très bien, bizarrement, économiquement, et donc ils ne veulent investir que dans des drames historiques. Donc ce qui va se passer, c'est que Dreyer va dire, bon d'accord, je traite d'une figure historique, laquelle? Donc ils se sont concentrés sur 3 figures, donc Marie-Antoinette, d'abord, qui était d'ailleurs déjà traitée dans un autre film de Dreyer, Les pages cachées... bref, un autre film, Page cachée du livre de Satan. Donc Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc ou Catherine de Médicis. C'était les 3, il me semble, qui étaient envisagés. Ils ont tiré au hasard la figure d'une des 3, parce qu'ils n'avaient pas de particulier, enfin, il n'avait pas de penchant particulier pour l'une des 3, donc comme ça se fait souvent au cinéma, ça a été donc un hasard heureux que Dreyer traite finalement de Jeanne d'Arc, mais ce n'était pas sa volonté première. Il voulait faire une histoire de mœurs avant cela. Donc il a choisi au hasard, donc les 3 noms étaient dans un endroit, il fallait en tirer un. Jeanne d'Arc est tombée.
À ce moment-là, un grand écrivain, un poète qui s'appelle Dutheil vient de faire un procès de Jeanne d'Arc, qui vient d'avoir le prix Femina. Donc au début, Dreyer travaille avec cet auteur. Très vite, l'auteur est éjecté. Et ce que va faire Dreyer, c'est qu'il va aller chercher un historien pour aller avec lui éplucher toutes les archives sur Jeanne d'Arc. L'idée principale de Dreyer, c'était de vouloir tourner avec une actrice sans maquillage, avec des acteurs vraiment sans maquillage. Alors ça peut paraître totalement un détail aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque du muet, donc ça dépend des nations, hein, mais en Allemagne on maquille beaucoup, en France on maquille un peu, et c'est quand même assez rare d'avoir des visages non maquillés à l'écran. Alors c'est sa volonté première. Il met très longtemps à trouver René Falconetti. Il met des mois à interroger des actrices, à voir, et il n'arrive pas à trouver son actrice. On lui conseille d'aller dans un théâtre de boulevard. Il voit pour la première fois René Falconetti, qui vient donc du théâtre. Il se revoit, il a une bonne impression d'elle. Il se revoit et il l'a choisie parce qu'il trouve que derrière derrière son maquillage justement d'actrice, il y a quelque chose de brisé en elle. Et c'est ce qui l'intéresse. C'est de montrer la nudité d'une tragédie humaine, parce que ce n'est pas la figure historique qui intéresse Dreyer, c'est la tragédie humaine qui est derrière cette figure historique. Dans le film, tous les visages, donc aucun n'est maquillé, il les choisit un par un. Il réduit le procès qui a duré, je crois qu'il y a eu 29 interrogatoires, il le réduit à un seul. Et il décide de faire un film uniquement en gros plan, quasiment uniquement en gros plan. Le décor est construit en dur à Billancourt, et c'est le petit-fils de Victor Hugo, Jean Hugo, qui fait les décors du film. On les voit quand même, on voit une église, on voit des décors qui sont proches en fait, de ce que faisait le cinéma allemand à cette même époque. Il choisit aussi des costumes qui ressemblent le plus possible historiquement à ce que c'était, même si il y a des anachronismes en fait. Il utilise des casques allemands pour les Anglais, enfin bref, il fait quelques anachronismes. Et il y a alors, ce que vous voyez à l'image, c'est une photographie de tournage pour vous montrer en fait les expérimentations en fait que fait Dreyer pour le film. Donc, il va creuser sous terre pour faire des acrobaties et montrer des contre-plongées qui n'ont jamais été vues jusqu'à présent. Donc, il va être inspiré beaucoup par Gans, je pense, qui lui aussi faisait énormément d'expérimentation, il mettait sur la caméra sur des éléments qui bougent, etc. Et donc là, vous le voyez en train de creuser sous terre pour avoir des sortes de contre-plongées tout à fait comment dire, étonnantes. Et il faut savoir que le film a coûté très cher. Je crois qu'il a coûté je crois qu'il a coûté 9 millions. Et pour vous dire, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Alors que Napoléon, à l'époque, a coûté 11 millions. Donc vous voyez que c'est pas du tout... Là, c'est un film où il n'y a que des visages. Pendant toute la durée du film, il n'y a pas de bataille. Et donc, les producteurs se sont dit, ça ne va pas du tout d'un point de vue de... Comme il fait énormément d'expérimentation, il perd aussi beaucoup d'argent. Et donc, je vais vous montrer un extrait de La Passion de Jeanne d'Arc, donc il est 59. On va voir un extrait, donc voici quelques images du tournage. Et j'ai choisi cet extrait, donc on va le voir tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi.
film. Mais l'idée, c'était de vous montrer déjà les contre-plongées qu'il réalisait. Donc vous voyez que les échelles de plan ne sont pas du tout les mêmes sur Jeanne d'Arc, qui est en très gros plan, même. Elle est en gros plan parfois et parfois en très gros plan. Et vous avez donc le personnage qui est le seul personnage masculin positif, qui est joué par Antonin Artaud. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais donc Antonin Artaud a une carrière cinématographique qui est faite que de petits rôles. Donc il a joué dans Faits divers, il a joué dans Le Napoléon, où il joue Marat. Il a joué dans beaucoup de films très différents où en fait à chaque fois il ponctue en fait la fiction de ses apparitions. Donc là c'est la seule présence bienveillante auprès de Jeanne d'Arc. Il essaye de la comprendre, il lui parle de façon plutôt courtoise. Et ce que j'ai trouvé très très beau et pourquoi j'ai isolé cet élément-là, c'est le moment où les larmes de Jeanne coulent. Elle coule jusqu'à nous et il y a un tout petit moment où elle apprend qu'elle va être brûlée. Elle tremble de la lèvre, elle a une sorte de rictus qui se dessine sur son visage et c'est pour vous montrer à quel point le gros plan transforme les visages en paysages. Chaque micro-expression va devenir une sorte d'événement à part entière et c'est ce qui va intéresser en fait Dreyer pour ce film, c'est les combats en fait entre les émotions des juges et de Jeanne. Donc on va se retrouver par la suite, parce que là il est 21h, alors juste rapidement, en 1932, Dreyer réalise Vampire, où il fait aussi des gros plans, et Godard, dans Vivre sa vie, va montrer Anna Karina en train de pleurer, en très gros plan, et elle va aller voir Jeanne d'Arc. Alors j'ai appris cet après-midi, je ne le savais pas, donc je vous lis l'extrait. Pour l'extrait de Jeanne d'Arc dans Vivre sa vie, j'ai hésité, donc c'est Godard qui parle, j'ai hésité d'abord, je pensais prendre un extrait de Pickpocket de Robert Bresson, que je vous ai montré un extrait tout à l'heure. J'avais envie pour moi-même, pour me marquer, de faire un hommage personnel, de mettre un film de Bresson, et puis j'ai changé d'avis et j'ai pensé à mettre un fragment du Testament d'Orphée de Cocteau, et puis je suis revenue à Bresson qui était en train de faire Jeanne d'Arc, et je lui ai demandé d'en mettre un extrait. Il a accepté et finalement, j'ai encore changé d'avis et on a pris la Jeanne d'Arc de Dreyer sans le dire à Bresson. Donc peut-être que Bresson jusqu'au bout pensait que c'était un de ses films qui était dans le film de Godard. Et donc on peut se poser la question, si ça avait été Pickpocket, est-ce qu'il aurait fait des gros plans, non pas sur le visage d'Anna Karina, mais sur les mains d'Anna Karina. On peut s'imaginer en fait ce qu'aurait été la même scène avec un autre extrait de film. Puisque dans l'extrait, je vais finir là-dessus, on a vraiment l'impression que le visage d'Anna Karina que vous voyez là répond à celui de Falconetti, puisque c'est l'arme, enfin vous voyez qu'elle est filmée exactement comme à l'époque du muet, de très près, en fond noir, et avec une larme qui coule sur son visage exactement comme René Falconetti. Voilà, donc on va se retrouver à la fin du film, on reparlera de Dreyer, et je ne vous ferai pas rentrer trop tard, donc c'est pour ça que je termine là. Beautiful.